Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Alain Héril, les ados ne sont peut-être pas toujours dans la sensualité puisqu'ils sont toujours assez pressés de vivre, en quelque sorte. N'est-ce pas, Philippe Hoffman? Bonjour. Bonjour Alain et bonjour bien sûr Brigitte. Donc effectivement, aujourd'hui je vais vous parler de la consommation de produits psychoactifs, comme on les appelle, chez les ados, et en particulier les deux substances phares, l'alcool et le cannabis. Donc ça fait maintenant 20 ans à peu près que la consommation d'alcool, de cannabis est très répandue chez les jeunes. En gros, si vous voulez, un jeune sur deux de 17 ans a déjà expérimenté de façon répétée ces deux substances. Donc il y en a qui commencent très tôt, vers avant 14 ans, mais enfin ils sont plus rares quand même. En général, c'est autour de 14-15 ans qu'ils veulent se défoncer. Et l'absorption est massive avec des alcools forts avalés au goulot ou en shot, à la manière anglo-saxonne. On appelle ça le binge drinking, littéralement l'alcoolisation massive jusqu'à l'ivresse. En général, j'imagine, ils s'entraînent. Ça leur vient pas. Ils font pas ça tout seuls. Ils sont. Oui, en général, ils sont en groupe. Oui. C'est un petit peu une émulation, on va dire. Non, c'est rare qu'ils fassent ça tout seuls. Quand ils commencent à faire ça tout seuls, là, on peut vraiment parler d'addiction. Mais on est plus dans l'expérimentation que dans l'addiction à ce moment-là. Hein. Mais l'idée, c'est quand même d'atteindre un niveau d'ivresse en un temps record. Hein. Et il n'y a pas de... Il y a des risques, hein, évidemment. Il y a des risques de coma éthylique. Hein. Par exemple, tous les week-ends, il y a des jeunes qui se retrouvent aux urgences en coma éthylique. Des garçons comme des filles. Hein. C'est pas là-dessus. Il n'y a pas de sexisme. Les garçons comme les filles boivent énormément. Disons que on peut tout faire et parfois n'importe quoi, évidemment. Il y a de nombreux accidents, des conduites sexuelles excessives, des viols parfois. Et quand les parents apprennent tout ça, c'est un peu l'effroi, et ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Et puis, il y en a par contre qui banalisent en se rappelant avec un plaisir partagé leur première cuite d'ado. Évidemment, c'est pas terrible, il faut plutôt éviter ça plutôt que d'en parler comme ça avec plaisir. Toutes les prises de risque, de toute façon, à l'adolescence, sont à prendre très au sérieux. Hein. Et parfois, il faut envisager même une consultation médicale pour s'assurer que le jeune ne s'abîme pas trop régulièrement. Hein. Il va en parler au médecin. Mais en même temps, les parents ne le savent pas forcément. Donc, comment on s'en rend compte en tant que parent? Ils s'en rendent compte parce que, quand il y a une alcoolisation excessive après un week-end où ils ont laissé leur maison ou je ne sais quoi, où le jeune est allé faire la fête, il rentre, il est pas très frais, quoi. Hein, et donc, on ferme pas les yeux là-dessus. Il faut jamais fermer les yeux. Il faut essayer d'en parler, de voir ce qui se passe, et puis ne pas être dupe. Hein. Et si effectivement ça se reproduit trop souvent, c'est loin d'être anodin, et à ce moment-là, il vaut mieux utiliser le médecin de famille dans un premier temps. D'accord. Alors, l'absorption de cannabis, c'est le deuxième produit phare de la défonce adolescence. Alors, on n'a pas le droit d'en consommer, on n'a pas le droit d'en cultiver en France, mais pourtant, on est le pays en Europe qui en consommant le plus chez les 16-25 ans, et il vient c'est la résine de cannabis, hein, c'est-à-dire c'est la plante qui est un peu compressée, écrasée, réduite en barrettes, enfin dans une substance un peu comment dirais-je, qu'on peut effriter et qu'on peut mélanger à du tabac pour la fumer. Il y a une teneur en THC, hein, le principe actif du cannabis, qui est très très élevé. Et il y a à peu près 50% des jeunes de plus de 17 ans qui ont expérimenté ça, parfois plusieurs. Et ce qui est terrible et qu'on ne sait pas tellement, mais pourtant ça commence à se dire, c'est que ça détruit un peu le cerveau quand on commence trop jeune. Hein. Voilà, alors plus on commence jeune, pire c'est, parce que évidemment le cerveau il est en pleine maturation, le cerveau de les ados, et à chaque fois qu'on fume ou qu'on boit d'ailleurs excessivement, eh bien on bousille des neurones, on bouleverse un petit peu tout l'équilibre qui est en train de se mettre en place. Et par exemple avec le cannabis, il y a beaucoup d'effets sur la mémoire, sur la cognition, enfin toute la façon de penser. Et donc scolairement, ça peut être dramatique.
Et même socialement, parce que parfois, si on fréquente des fumeurs, eh ben, on va quitter son groupe de copains initial et on va se retrouver avec des gens qui consomment énormément. Donc, il y a des raisons à tout ça. Il y a des raisons à consommer des produits psychoactifs parce que ça a toujours existé. Mais enfin, bon, là, il y a des produits phares. Alors biologiquement, on sait très bien que, comme je vous le dis, ça dérègle tout au niveau neuronal et ça enclenche ce qu'on appelle un circuit neuronal particulier qui s'appelle le circuit de récompense. C'est-à-dire ça donne du plaisir dans un premier temps et à chaque fois qu'on reprend, qu'on n'a plus le produit dans le corps, eh bien le cerveau en redemande et donc on devient un petit peu addict comme ça, pas systématiquement, parce que pour parler d'addiction, comme je le disais, il faut vraiment consommer énormément, de manière régulière, depuis plus de 3 mois, ne penser qu'à ça et avoir des troubles qui sont liés à cette addiction, qui sont assez graves. Oui, et être en souffrance, comme le disait Laurent Carilla, puisqu'on a parlé des addictions lundi. Voilà, et être en souffrance personnelle. Donc en fait, il y a psychologiquement, c'est autre chose, dans les termes de défonce, de se déchirer, de se casser. On voit bien qu'il faut rompre avec un modèle interne ou externe d'ailleurs oppressant qui rappelle souvent d'ailleurs des manques qu'on a eus pendant l'enfance. On peut penser que le jeune veut faire la fête, mais c'est pas si simple que ça, parce que par exemple il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que avec la gueule de bois et les vomissements, ça n'arrête pas le jeune pour recommencer. Donc on pourrait dire que ressentir une forme de souffrance interne, c'est autant une sanction qu'un plaisir. C'est un peu particulier, ça c'est le paradoxe un peu psy du plaisir, mais à l'adolescence on ressent ça comme ça. Donc, oui, c'est le besoin d'avoir des sensations fortes en fait, en quelque sorte. Voilà, le besoin d'avoir des sensations fortes l'emporte sur tout. Et ça donne un peu l'illusion d'être tout puissant, vous voyez, c'est tout, dans les fantasmes de tous les ados, c'est comme ça. Donc en fait, il y a beaucoup de raisons pour expliquer la consommation, il n'y en a pas qu'une seule. En fait, en gros, on reprend l'idée d'Oliver Einstein qui dans les années 70 avait creusé l'idée, c'est que c'est la rencontre d'un produit, d'un environnement social et culturel, et d'un âge particulier, et puis de la personnalité du consommateur. En fait, pour les parents, quand on comprend ça, c'est inutile de trop parler, de trop vouloir comprendre. En plus, les ados, ils vont vous donner des explications à n'en plus finir sur les méfaits de l'alcool et les bienfaits du cannabis, par exemple. Bon, c'est inutile. L'important, c'est de ne pas tolérer que son enfant se fasse du mal, même si on ne peut pas l'en empêcher. Et parfois, une consultation chez le médecin, c'est bienvenu parce qu'il y a beaucoup de symptômes physiques. Et de manière anonyme, le jeune pourra parler clairement de ses réelles consommations. Et puis, il saisira un petit peu éventuellement les dangers par la voix d'un professionnel. En général, c'est assez efficace. Alain Héril, vous voulez réagir à ce que dit Philippe Hoffman ? Oui, parce que j'ai eu beaucoup d'adolescentes et d'adolescents dans mon cabinet et qui passaient effectivement par ces phases-là, par la prise de produits. C'est vrai que c'est très complexe parce que c'est multifactoriel. Ce que j'ai rencontré aussi chez certains ados, c'est le fait que le rapport au produit leur permettait de ne pas se responsabiliser, comme s'il y avait quelque chose qui leur permettait de pas prendre de décision, de pas avancer, de rester dans un espèce d'état un peu cotonneux, qui est presque un retour à l'état intra-utérin d'une certaine manière. Et comme à l'intérieur de ça, il y a ce fameux circuit de récompense, donc qui est lié aussi à la dopamine, à un moment donné, ils sont dans un espèce d'état de béatitude et ils sont entre deux choses, deux actions qu'ils n'arrivent pas à faire et tout ça. Et c'est très difficile de les faire bouger de ça parce que il y a la sensation que c'est à cet endroit-là qu'ils sont le plus eux-mêmes. Donc c'est très très complexe. En tout cas, en tant que psy, c'est pas les choses les plus faciles à accompagner. Mais ce qui est vrai, c'est que cet accompagnement-là, il est absolument nécessaire, absolument important, parce qu'il y a quand même des prises de conscience qui sont dans le cabinet du thérapeute. D'accord, écoutez, merci de ces informations, Philippe Hoffman, et puis comme tout le temps, on vous retrouve, vous continuez à nous éclairer sur ce que sont les ados. Merci beaucoup.